En 2005, au cours d'une prospection aérienne, j'ai eu la chance de découvrir toute une ville de l'époque romaine, une agglomération, que j'ai vue défiler sous l'aile de l'avion. Donc vous imaginez un petit peu le bonheur que l'on peut avoir en tant qu'archéologue quand on voit ça pour la première fois. J'ai demandé évidemment tout de suite au pilote de faire un 360 degrés pour que je puisse prendre des photographies et documenter au mieux le site. Et puis il y avait forcément une certaine excitation parce que je découvrais réellement pour la première fois ce site, l'importance du site. Directement, on arrivait à percevoir toutes les maisons, plusieurs maisons, des bâtiments qui s'agençaient manifestement le long d'une très grande voie romaine, qui était particulièrement bien marquée dans le paysage. Et puis aussi la découverte d'un temple, un phanum à double cella. Ça va très très vite, on n'arrive pas à tout emmagasiner, à tout mémoriser d'un coup. Donc bien sûr, on a fait plusieurs tours en avion au-dessus du site à différentes altitudes. Et puis j'ai pris, je crois, des centaines de clichés à cette occasion-là pour essayer de documenter le plus possible ce secteur pour pouvoir par la suite traiter les photographies et interpréter un petit peu tous les vestiges qui se sont révélés à notre objectif ce jour-là. L'archéologie aérienne est une technique archéologique à part entière qui est assez utilisée en Auvergne et notamment dans le département du Puy-de-Dôme, puisque à partir d'un avion, simplement en survolant par exemple la plaine de la Limagne, qui est au cœur du département du Puy-de-Dôme, eh bien, on va pouvoir photographier un certain nombre de sites archéologiques qui apparaissent à un certain moment de l'année, notamment au tout début de l'été, au moment du mûrissement des céréales. Et ce sont des sites qui sont totalement enfouis, mais dont une image est livrée par une croissance différentielle des céréales, des pousses de blé. Alors, par exemple, ce schéma illustre un petit peu le fonctionnement. Vous avez, par exemple, un mur ici qui est enfoui. Eh bien, à l'aplomb du mur, les céréales vont subir un stress hydrique, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir autant d'eau que leurs voisines et elles vont pousser un petit peu moins, tout simplement. Elles vont être plus petites. Et vu du ciel, finalement, ça va redessiner exactement à l'aplomb des murs, ça va redessiner le plan des bâtiments. Donc c'est comme ça qu'on arrive à très bien percevoir des bâtiments romains, des villas romaines, des fermes romaines et des villes entières. A l'inverse, si ce sont des structures fossoyées, donc tout ce qui est fossé, des puits, des choses comme ça, eh bien les céréales vont avoir un petit peu plus d'eau, d'humidité, et donc elles vont pousser un tout petit peu plus que leurs voisines. Et à ce moment-là, là encore, vu du ciel, ça va permettre de dessiner totalement les vestiges fossoyés enfouis. Et donc, pour illustrer cela, vous avez ici à l'écran, par exemple, une très belle villa gallo-romaine qui a été photographiée en 2011 au-dessus de la plaine de la Limagne. Et vous avez ici la pars urbana, la partie résidentielle du maître du domaine, où vous voyez très distinctement toutes les pièces et on arrive à voir les cloisonnements internes au sein du bâtiment. Hein, ça se dessine très très bien. On a même ici un petit bâtiment annexe qui correspond à des thermes, au bain du domaine. Et puis ici, vous avez ces deux traces linéaires qui correspondent à des aqueducs, aux conduites d'eau de l'époque, qui sont des structures fossoyées. Donc elles n'apparaissent pas en négatif, mais en positif,
dans le champ de céréales. C'est pour ça qu'elles sont en vert un petit peu plus foncé, alors que les murs apparaissent là totalement en négatif. Ça se perçoit très très bien. Sur ce cliché de 2011, on perçoit particulièrement bien la voie romaine qui traverse l'agglomération avec sa bande de roulement et ses 2 fossés latéraux. Et puis vous avez des ruelles qui viennent se connecter à cette voie principale, des ruelles perpendiculaires. Et de part et d'autre de ces ruelles, vous avez des bâtiments construits en dur, ça se perçoit très très bien ici, qui se développent. Et il y a 1 travée, 2 travées, 3 travées au moins de bâtiments. Et à l'arrière de ces bâtiments, vous avez des quantités de fosses qu'on a du mal à interpréter, mais on peut imaginer qu'on est peut-être dans des zones de jardin, et que ce sont des fosses de verger par exemple, et puis vous avez peut-être aussi des structures semi-enterrées comme des caves ou des choses comme ça pour stocker aussi des aliments. Donc c'est vraiment une photo très très spectaculaire. C'était un site qui était connu localement, on savait qu'il y avait des vestiges archéologiques dans ce secteur, on ne savait pas les identifier, en fait on ne savait pas exactement de quelle période est-ce qu'ils dataient et surtout à quoi ils correspondaient. On pensait au mieux que c'était peut-être une petite villa. Et c'est bien la photographie aérienne, la prospection aérienne qui a permis d'attester directement qu'il s'agissait d'une ville romaine. Et donc c'est vrai qu'il y a une émotion qui est certaine. Je me souviens très très bien de ce moment-là quand j'ai demandé à Philippe, le pilote, de faire plusieurs 360 degrés autour du site pour essayer de voir un maximum de choses, de découvrir, d'essayer de comprendre comment s'organisait le site. Et puis il était très facile à interpréter directement. C'était clair et net qu'on était sur un site d'époque gallo-romaine, qu'il s'agissait d'une agglomération qui était manifestement très bien organisée autour d'une voie particulièrement bien visible. Ça fait réellement partie de mes meilleurs souvenirs d'archéologie aérienne. C'est peut-être ma plus belle découverte en tant qu'archéologue, puisque c'est carrément toute une ville qui s'est offerte comme ça d'un coup d'œil. Il y avait un projet du Conseil général du Puy-de-Dôme pour implanter un grand carrefour giratoire sur 2 départementales à forte circulation. Et bien sûr, avant d'autres travaux de cette ampleur, il faut procéder à des sondages préalables pour voir s'il y a des vestiges archéologiques en place. Bien sûr, pour Charbonnier et Mine, cela semblait un peu évident. Et j'étais d'abord missionné pour commencer une opération à la fin du mois de mars 2009. Et dès les premiers coups de pelle, nous avons vu que nous aurons affaire à un site très très bien conservé. On voyait les rues, les bâtiments. Le premier sondage que nous avons réalisé, nous sommes tombés sur 2 bâtiments séparés par une ruelle. C'est vrai que le sondage était assez bien tombé par hasard sur les murs de ces 2 bâtiments qui étaient face à face, séparés par une ruelle qui faisait moins de 2 mètres de large. En tout, nous avons dégagé à peu près 500 mètres carrés. Le problème, c'est qu'on voyait qu'il y avait des vestiges absolument partout et qu'il n'était pas question que lors d'une opération de diagnostic préalable de l'INRAP, on puisse détruire des vestiges de cette importance-là. Donc, on a juste raclé la surface des vestiges pour voir où ils étaient et on a fait quelques nettoyages pour voir à quoi correspondaient ces vestiges. On a fait quelques sondages pour voir l'épaisseur stratigraphique et pour avoir des éléments de datation. C'est ainsi qu'on a eu des éléments qui allaient de l'époque augustéenne jusqu'au IIIe siècle de notre ère.
Il y a eu beaucoup de céramiques qui ont été découvertes pour l'ampleur de l'opération qui est quand même assez réduite. Je crois qu'il y a environ 7 caisses de mobilier. Et pour la sigillée, on avait des productions qui venaient naturellement de Lezoux, qui se trouve à 50-70 km de là, mais également de Millau, à 200 km plus au sud, mais également beaucoup plus loin d'Italie du Nord, puisqu'on avait des productions notamment d'Arezzo. Tout ce qu'on a découvert lors de ce diagnostic à Charbonnier, ça montre bien qu'il y a déjà une certaine aisance des habitants, parce qu'on retrouve quand même des objets en bronze, comme des manches de patères, des sortes de casseroles, de la verrerie de qualité. Également, bien sûr, tout ce qu'on peut retrouver aussi comme amphores à vin, comme amphores à huile, des amphores à vin qui viennent d'Italie pour le 1er siècle avant, et de Bétique pour les amphores à huile durant tout le Haut-Empire. C'est un peu un reflet du commerce antique international, donc qui devait traverser cette bourgade qui est placée sur cette voie qui relie la capitale de cité des Arvernes, Auguste-Nométum, au grand port de la Méditerranée, qui peut être Arles, Narbonne. On est quand même sur le grand axe qui descend vers le sud. C'est un endroit idéal pour faire un relais routier. Le diagnostic, ça a vraiment complété l'image des photographies aériennes de Bertrand de Saussier de façon un peu remarquable, puisque bien sûr, les photographies aériennes, bon, on ne peut pas savoir à quoi vraiment on a affaire. Là, on a vu vraiment quel était le degré de conservation du site. Et là, il est absolument remarquable. Vu qu'on a même les niveaux de sol, on a un peu d'élévation, on voit les ouvertures des bâtiments, on voit où se trouvent les portes, donc c'est extraordinaire. Des agglomérations secondaires qui sont dans un tel état de conservation, en Gaule, on ne doit pas en connaître énormément. C'est assez rare qu'il n'y ait pas eu de réoccupation par la suite. Et c'est ça qui fait la qualité de ce site-là, c'est que non, le site a été abandonné et on n'a pas reconstruit dessus. Donc ça, c'est déjà exceptionnel. En plus, il n'y a pas eu de travaux de labour qui ont détruit les vestiges. Donc ça, c'est quand même assez rare. Même en milieu rural, comme ça, d'avoir encore les rues en place, c'est pas fréquent. Pour la région Auvergne, c'est sans doute totalement unique. Que je viens ici, là, ça fait 73 ans à peu près. Ah, c'est mon jardin, oui. C'est là que je vais me reposer. Je garde quelques vestiges là que je trouve, quelques poteries qui me plaisent, enfin ce que je trouve, pour passer le temps, pour avoir une occupation sans travailler. Hop là. D'être verre et café, tout ça. Voilà. Ça, c'est décoratif. En fait, c'est de la terre cuite qui est décorée, donc là avec des petits médaillons d'applique. Ça a été engobé en blanc et on va retrouver ça notamment dans des lieux de culte ou dans des lieux de culte domestiques. Donc c'est des éléments de décoration. Et moi, c'est que j'avais trouvé pas mal de trucs. Oh, quelques mètres près. À partir de là. D'accord. C'est là que j'avais trouvé l'espèce de couteau, là, vous savez? Oui, très bien. Le petit couteau miniature, du coup. Voilà, oui. là, D'accord. dans ce secteur. Et le long, là. Là, on voit bien effectivement la quantité de tessons qu'il y a au sol. Voilà, il y a des poteries, bien sûr, là.
Donc la statuette provient de ce secteur. ce secteur. D'accord. Ouais, dans ce secteur, là, puisqu'il avait une vigne là. Et il en a trouvé combien en fait? Une. Une? Oui, mais M. Vinatier, je crois, il en avait. Monsieur Vinatier aussi, oui. Donc là, regardez. Ah, C'est pas. regardez, une monnaie en direct. Donc elle demande à être nettoyée, mais elle est plutôt bien conservée. Une fois nettoyée, elle sera identifiable. Hein. Alors, on va la localiser. 517. Donc là, c'est en direct. C'est M. Ramos qui vient de la trouver en direct. Bon, ils vont croire que c'est de la trappe-nigo, dites. Mais là, le père Vinatier, il t'aurait fait les raids. Ouais. Il aurait fait tout le secteur. Hein. Le père Vinatier, il est détecteur. Il était contre. Et oh. Ah non, malheureux. Il était fou s'il a envoyé. Ouais. Ah oui, depuis qu'il laboure avec des tracteurs, hein, les bosses, ils les enlèvent, ils aplanissent. Là, il y avait un talus. D'accord. Et regardez, c'est recherché. Sur la crête, là, il y avait un talus, c'était plat, et là, il y avait des vignes en dessous. Et donc, les cachets d'oculistes, c'est par là? Ben, c'est dans ce secteur, hein, là. Oui. Exactement, mais c'était pas fait comme ça. Hein. Regardez les fragments quand même de sigillé, ça doit être une forme 0,56 ça. C'est un plat en sigillé avec le décor. Donc là, ce sont des gros fragments ici. Donc c'est-à-dire que ça a peut-être été labouré un petit peu plus profondément et ça a fait remonter à la surface des très gros fragments. Et voilà, M. Ramos qui a trouvé un superbe fragment de sigillé moulé. Donc là, effectivement, on est dans un secteur à très forte densité de bâtiments, puisqu'on voit plusieurs bâtiments qui s'échelonnent entre la voie et le sommet de la butte. Là. Donc on a une bonne corrélation entre les données terrain et puis les données des prospections aériennes. Alors là, on est dans un dépôt du service régional de l'archéologie à Clermont-Ferrand, où il y a donc plusieurs caisses de mobilier, notamment du mobilier céramique qui provient du site de Charbonnier-les-Mines. Et donc, tu m'as amené des chocolats. Oui, je ne refuse rien. Ah, excellent. C'est original. C'est original, pour le moins. C'est super, hein? Ouais. Donc ça, c'est la collection... De Vinatier, c'est ça. Alphonse Vinatier, c'était un instituteur passionné d'histoire d'archéologie qui est devenu archéologue finalement, qui a réalisé quelques fouilles et qui a prospecté les planèzes et puis les hauts plateaux du Cantal. Il a mis en évidence notamment le phénomène tumulaire sur le plateau du Césalier. Et donc il est venu à Charbonnier-les-Mines tous les printemps, après les labours. Il venait et il faisait une prospection au sol où il ramassait du mobilier archéologique, tout ce qu'il voyait. Et on a donc la chance et le bonheur d'avoir retrouvé quelques caisses de la collection Vinatier qui a trait à ce site. Et on arrive à faire des corrélations puisqu'on a M. Ramos qui habite à Charbonnier-les-Mines et qui connaît très bien le site, qui nous a dit qu'effectivement il voyait tous les printemps Alphonse Vinatier venir prospecter les champs et ramasser le moindre tesson. Et que Alphonse Vinatier, dans une démarche finalement archéologique, était très remonté contre les prospecteurs qui utilisaient des détecteurs à métaux
pour notamment retrouver des pièces de monnaie. Donc lui, Alphonse Vinatier, avait bien une démarche d'archéologue et une démarche de restitution des collections vers des services de l'État, et c'est comme cela que l'on a aujourd'hui ce mobilier qui est donc dans les collections du service régional de l'archéologie. Sur cette collection d'Alphonse Vinatier, on est sur de la prospection et donc c'est des choses qui remontent des labours et qui sont de fait beaucoup plus fragmentées. Après, Alphonse Vinatier s'est pas contenté de ramasser que de la céramique, on a aussi du verre et du métal, donc là on a du fer. Il y a du verre aussi. Effectivement, on a tout type de verre et on a à la fois de la vitre, puisque la vitre existait à l'époque romaine, mais on a aussi des vases, différents types de vases, différentes formes et différentes colorations. On a un panel quand même assez marqué, hein. Et donc là, par exemple, on a ce que l'on appelle un petit lacrymatoire, en fait. Donc un petit vase à parfum, en gant plutôt. Et on peut aussi déterminer la provenance de ces vases, les lieux de fabrication. Bon, sachant évidemment que là on est sur du mobilier qui est assez fragmenté, bien sûr, puisque c'est du mobilier très fragile. Mais c'est quand même assez extraordinaire d'avoir une telle quantité de verre amassé uniquement en prospection au sol. Donc ça montre bien que le verre était quand même de consommation assez courante à l'époque romaine. Et puis ici on a des fragments d'amphores, ces gros conteneurs pour mettre de l'huile ou du vin. Et la particularité, c'est que toutes les anses ici sont estampillées. Ça peut être un petit peu compliqué à lire. Celle-ci, on le voit, elle commence à s'effacer nettement. Alors que celle-ci, on a les premières lettres qui se distinguent très bien et on voit que ça se poursuit. Là, la lecture est un peu plus ardue. Celle-ci, elle est nettement plus marquée. Celle-ci est aussi assez nette, c'est bien marqué. Donc ça va être intéressant. Il y a un collègue spécialiste des timbres sur amphore qui va pouvoir lire un petit peu ces estampilles et puis nous en dire plus sur la provenance, sur un petit peu la chronologie. Donc là, on a ce que l'on appelle céramique engobée blanc. Il ne reste plus beaucoup d'engobe, le petit col qui manque, mais c'est un joli petit vase. Donc là, on est au Haut-Empire, dans les premiers siècles de notre ère, et on est sans doute au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Donc là, on est sur un gros lot de mobilier, beaucoup de vases en céramique sigillée. Et c'est du mobilier qui est rentré très récemment dans les collections du ministère de la Culture, puisque c'est un don des héritiers de la famille Hérault. Et manifestement, c'est du mobilier qui a été retrouvé au cours de fouilles. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où localiser le ou les fouilles et exactement quand est-ce que ce mobilier a été mis au jour. Mais on va peut-être pouvoir remonter un petit peu la piste par des enquêtes orales et puis en interrogeant les héritiers donc, de la famille Hérault. Donc l'intérêt de cette collection, c'est que ça va nous permettre d'avoir une chronologie un petit peu précise, parce que chaque vase peut être daté assez précisément grâce à des typologies de référence. Donc on va avoir une chronologie d'occupation, de fonctionnement finalement de la ville romaine. Donc là, tout le mobilier qui est devant nous montre que c'est uniquement un site occupé durant le Haut-Empire, durant les 3 premiers siècles donc, de notre ère, et il n'y a absolument pas de mobilier du Bas-Empire, de l'Antiquité tardive. Donc ça, c'est un très bon indice pour les archéologues, pour comprendre le fonctionnement de la ville, l'occupation, la durée d'occupation, et puis peut-être les pulsations quand on va analyser vraiment en détail chaque vase et qu'on va pouvoir le dater précisément. Et puis il y a un intérêt patrimonial, puisque tout ce mobilier qui est quand même assez spectaculaire, qui est très parlant, eh bien, pourra être présenté dans un avenir proche, on l'espère. Donc on peut imaginer une exposition où seront présentés une partie de ces vestiges. Ah oui, alors
Ça, du coup, c'est la même chose. Qui va avec le là. Ah ben voilà. Hop. Donc c'est le module qui va dedans. Ah, génial. Donc là, par contre, il y a l'arrachement de la feuille d'eau. Qu'on voit là. Qu'on voit là. Ouais. Ouais, ça c'est super. Ça c'est Mais- super. On dirait un animal fantastique. Ah oui. Ah, très très bien. Très très bien. Donc là, elles ont été isolées en plus. On doit avoir des particularités. Oh là, Alors, toute une petite. micro. Donc ça, ce sont des lampes à huile. Ce sont les premières lampes à huile connues pour le site. Donc c'est très courant hein, à l'époque antique. L'électricité, évidemment, n'existait pas, donc il fallait bien s'éclairer. On utilisait pas mal de lampes à huile, mais je n'en avais encore jamais vu provenant de ce site. Il y a des collègues qui sont spécialistes et qui vont pouvoir faire une étude précise de ça. Et puis même éventuellement, si elles n'ont pas été lavées, on peut faire une petite analyse à l'intérieur de la lampe à huile pour voir quel type d'huile a été utilisé pour l'éclairage. Ouais. Attention, hop là. Alors attention la suite. C'est bon. Ouais. Ah, ça c'est super. Regarde ça. Ah oui, mais comme l'autre. non, Ah, là, on comme va se celle-ci. tuer. Au fond. Vase percé. Un vase percé. C'est amusant parce que pour le site, il y a d'autres vases percés qui sont connus et qui sont déposés au musée Bargoin et qui avaient été employés comme urnes funéraires. Et on en retrouve pas mal dans la cité des Arvernes, en fait, des vases qui sont utilisés comme urnes funéraires et qui sont percés, qui sont tués. Alors peut-être pour laisser partir l'âme du défunt, on ne sait pas, ou il y avait une raison plus pratique. En fait, on ne sait pas du tout, mais c'est un peu une particularité locale. Donc là, on est sur une céramique commune qui a été détournée de son usage premier, parce que l'usage premier, c'est un usage culinaire. Hein. C'est pour faire de la cuisine. Et donc, c'est un vase qui a servi d'urne funéraire, finalement. Voilà, ça, c'est exactement la même chose, effectivement. Et donc, on voit bien le fond qui a été percé volontairement. Mais vu qu'ils sont totalement préservés, c'est qu'ils ont dû être sortis comme ça en fouille, et effectivement ça accrédite l'idée qu'on est plutôt dans un espace funéraire, et que là c'est une partie d'une nécropole qui a été fouillée. Donc on sait qu'on a une nécropole, il est vraisemblable qu'il y avait peut-être un autre espace funéraire, ou deux autres espaces funéraires. Donc là, si on arrive à remonter la piste et à savoir où ont été trouvés ces vases, ça serait vraiment formidable. C'est un superbe vase. Ah, c'est superbe, hein, avec décor à la Barbottini. C'est vraiment superbe. Et puis je sais pas si tu as vu là-dessus, Ah oui. on a une estampille à l'intérieur du décor. Et donc Tu sais ce que ça, c'est? ouais, ça permet de dater précisément et d'avoir le nom du potier. Donc le potier c'est Maturus, et c'est un potier qui est connu à Lezoux au IIe siècle, dans les années 140-190 après Jésus-Christ. Ah, regarde ça. Ah oui. Des pieds. C'est quoi? C'est des petits orteils, non? C'est pas D'accord. une base de statue? De petites statuettes en excellent. terre blanche? Tout à fait. Ou qui Et convient il y en a bien. peut-être une deuxième. Ah, dis donc, c'est excellent ça. Tout petit vase Ah oui. qu'il faut risquer. C'est bon, ça.
Alors ça, par contre, c'est très sympa parce que c'est un fragment de brique d'hypocauste. Donc ce petit fragment montre qu'il y a eu quelque part dans l'agglomération un bâtiment qui a été chauffé grâce à ce système de chauffage par le sol. Le sol et les murs, c'est ce qu'on appelle un système d'hypocauste. Et ça peut être par exemple une partie thermale au sein d'une habitation ou même des thermes qui peuvent être des thermes publics dans les agglomérations, c'est très connu dans le monde romain. Pour l'instant, on n'en connaît pas, c'est pas identifié grâce aux photographies aériennes ou grâce aux données qu'on peut avoir avec les sondages ou la prospection. Mais là, ce petit élément montre qu'il y a un bâtiment avec un système de chauffage par hypocauste. C'est dommage qu'on ne puisse pas savoir où a été trouvé cet élément, parce que c'est le premier que je vois pour l'agglomération de Charbonnières-les-Mines. Donc là aussi, c'est un petit indice en plus pour la grande enquête qui nous intéresse, pour essayer de localiser des pièces chauffées et pourquoi pas des thermes, puisque les thermes sont des pièces chauffées par excellence. Cette collection, c'est réellement la première fois que je la vois. Donc c'est assez fantastique et bien de se dire qu'on va permettre, grâce à cette collection, de documenter un petit peu plus le site et de mettre en évidence la présence de mobilier qui pour l'instant n'était pas encore connu. Parmi tout le mobilier qu'on a observé là aujourd'hui, il n'y a aucune monnaie qui provient du site. Donc on peut expliquer ça simplement parce que c'est un mobilier qui est recherché et que les gens conservent. Et du coup, il y a une sous-représentation de ce type de mobilier par la suite lorsqu'il y a des prospections réalisées par les archéologues. Et lorsqu'il y a une appropriation effectivement par quelques-uns de mobilier qui est du mobilier essentiel, on prive toute la communauté finalement de données archéologiques majeures. Et là, on se rend bien compte que sur un site comme Charbonnières-les-Mines, où il y avait certainement des milliers et des milliers de monnaies, les archéologues n'en connaissent qu'une petite dizaine. Le site de Charbonnières-les-Mines fait l'objet de pillages, c'est le terme adéquat, de pillages quasi systématiques par des gens qui utilisent ce que l'on appelle des poêles à frire, des détecteurs à métaux, et qui viennent donc régulièrement enlever tout le mobilier métallique du site, mobilier gallo-romain, et notamment les pièces de monnaie. Et il faut savoir que pour les archéologues, les pièces de monnaie, c'est un moyen de dater par excellence, puisque comme sur les pièces actuelles, eh bien, on va avoir une date très précise. Et en nous enlevant ce moyen de dater, eh bien, on perd de la connaissance pour le site archéologique. C'est un bien commun qui doit être partagé, qui est à tous, qui est approprié par certains, par ceux qui utilisent des poêles à frire. Donc c'est vraiment dommage, et puis de toute manière c'est illégal. L'utilisation de détecteurs à métaux est interdite sans arrêté préfectoral. Il faut un arrêté du préfet pour pouvoir utiliser un détecteur à métal sur site archéologique. Et c'est uniquement réservé bien sûr aux archéologues dans un cadre très précis. Donc toutes les personnes qui ne pensent pas mal faire mais qui se promènent le dimanche ou le soir et qui détectent sur le site, il faut savoir que ça c'est totalement interdit et que ça enlève de la connaissance pour les archéologues, et donc on ne pourra pas restituer cette connaissance bien sûr à tout le monde, au grand public. Donc c'est un réel problème. La loi est ancienne déjà, qui interdit l'utilisation des détecteurs à métaux sur site archéologique. Elle n'était pas très bien appliquée jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, mais désormais c'est un petit peu plus structuré. Les forces de l'ordre sont beaucoup plus vigilantes là-dessus, et il y a de plus en plus de procès sur des prospecteurs clandestins qui sont condamnés donc, par la justice pour avoir détecté à l'aide de poêles à frire sur des sites archéologiques. La campagne de prospection au sol a été réalisée de manière systématique, c'est-à-dire qu'on a réalisé des passages dans tous les champs des communes de Beaulieu-Charbonniers avec un espacement entre les prospecteurs qui était régulier, qui était assez resserré, 10 mètres, 15 mètres environ. Et le but, ça va être vraiment de documenter
chaque parcelle, de dire où est-ce qu'il y a des vestiges gallo-romains, où est-ce qu'il n'y en a plus. Et puis en analysant les vestiges, on va pouvoir déjà documenter un petit peu éventuellement le type d'occupation qu'il y avait à tel ou tel endroit. Et notamment la prospection au sol a permis de mettre en évidence un espace funéraire qui pour nous est un élément important parce qu'on sait que les nécropoles sont toujours situées à l'extérieur des villes. Donc ça permet d'avoir une limite de l'agglomération de la Croix de la Pierre. Alors là, il y avait des poteries, hein, il y avait tout là. Oui, mais là, c'est un bâtiment, hein, je suppose. Et puis, on va pouvoir essayer de spatialiser l'agglomération et tout ce qui se passe autour de l'agglomération, tous les sites de la même période qui sont en lien avec cette agglomération. Et notamment, ce que nous a montré donc M. Ramos, ça permet de documenter qu'il existe plusieurs bâtiments à quelques centaines de mètres au sud de l'agglomération qui ont été aussi occupés au cours du Haut-Empire et qui ont forcément un lien, même si on le saisit mal, hein, bien sûr, pour l'instant, qui ont forcément un lien avec l'agglomération. Une petite sigillée à nouveau. Ah oui, là, il y en a un peu plus, ouais. Quand je vous disais qu'ils esquintaient tout, regardez. Là, c'est il n'y a pas longtemps que ça a été broyé, ça. Ouais. C'est totalement... Et on a la deuxième partie ici. Donc là, on est sur un habitat rural qui est vraiment à proximité immédiate de l'agglomération antique. Et il n'est pas connu. Il est connu que de M. Ramos. Donc c'est très bien. Marqué point 512, enregistré. Il faudrait essayer de le caractériser un peu mieux, mais c'est bien que ce soit localisé. Et puis on est à quoi? On est à moins d'1 kilomètre de la ville antique. À Pointé. Ouais. Et il y avait en face là-bas. Vous voyez, vers l'Arne là-bas. Oui, très bien. Sur le flanc là. Il y avait quelque chose, il y avait une ferme aussi, quelque chose. J'avais trouvé des bouts de poterie. Où il y a les vaches là. Ces sites-là ne sont connus que depuis très peu de temps. C'est M. Ramos qui les connaissait et qui nous en a informé. Le but, ça va être de les prospecter à l'automne prochain et essayer de ramasser un petit peu de mobilier archéologique qui est remonté en surface grâce au labour. Et puis de dater les tessons de céramique et de voir exactement quand est-ce que ces bâtiments ont été construits, quand est-ce qu'ils ont fonctionné, quand est-ce qu'ils ont été abandonnés. Et ça nous permettra de mieux caractériser finalement l'occupation du sol des campagnes autour de la ville romaine. Le travail, la collaboration entre archéologues et historiens a permis de mettre en évidence une spatialisation différente de l'occupation du secteur entre l'époque romaine et puis le Moyen-Âge, puisque Gabriel Fournier a mis en évidence, grâce à des textes, qu'il y avait un emplacement qui a été occupé durant le Haut Moyen-Âge, qui se situe à quelques centaines de mètres à l'est de l'agglomération antique et qui s'appelle Saint-Martin-de-Clé. Et à cet emplacement, il y a encore aujourd'hui une petite chapelle qui matérialise l'emplacement de la chapelle primitive de Saint-Martin-de-Clé, qui est documentée donc par des textes médiévaux qui mentionnent notamment que des cloches étaient sonnées à cet emplacement, donc ce qui montre l'emplacement d'une petite église. Le but des prospections géophysiques, ça va être finalement de documenter des secteurs de l'agglomération qui ne sont pas connus grâce à d'autres méthodes, et notamment à la prospection aérienne, qui ne donne pas des résultats dans tous les champs où est située l'agglomération. Et donc on va essayer par cette méthode, qui est non invasive, non intrusive, de documenter les vestiges qui sont enfouis dans le sous-sol et d'avoir une image un peu plus complète de l'agglomération et de ses différents quartiers.
Donc la géophysique, en fait, c'est une discipline qui vise à déterminer les propriétés du sous-sol. Et dans le cadre d'une application archéologique, on va plutôt chercher à déterminer la présence ou l'absence de structures, que ce soit des structures bâties, type des bâtiments, ou alors des structures fossoyées. Il existe différents types de méthodes géophysiques. Donc là, sur le site de Charbonnier, nous mettons en œuvre deux méthodes en particulier, la méthode électromagnétique et la méthode électrique. La méthode électrique fournit des données de résistivité électrique, tandis que la méthode électromagnétique fournit des données de conductivité électrique. Résistivité et conductivité sont juste des propriétés qui sont l'inverse l'une de l'autre, donc ce sont des méthodes qui sont très complémentaires. La prospection électrique permet d'obtenir une résolution bien meilleure, c'est-à-dire la détection d'objets de plus petite dimension, mais elle est plus lente à mettre en œuvre. La prospection électromagnétique, elle, permet de couvrir une surface relativement importante en un temps réduit, mais n'apporte pas la même résolution. Donc l'intérêt est de coupler les deux approches pour avoir une meilleure résolution sur les zones d'intérêt préalablement mises en évidence par la méthode électromagnétique. La méthode électrique fonctionne par injection d'un courant électrique dans le sous-sol et on va regarder la facilité qu'a ce courant électrique à circuler dans les matériaux qui constituent le sol. De façon schématique, le courant électrique va circuler difficilement dans les structures empierrées et plutôt facilement lorsque le sol est plutôt argileux. Donc d'un point de vue archéologique, une structure empierrée résistante qui va par exemple se présenter sous la forme d'un alignement, on va pouvoir interpréter ça en termes de mur. Toutes les différentes méthodes sont finalement complémentaires et vont apporter quelque chose de plus et vont permettre de caractériser vraiment petit à petit cette ville, cette agglomération. Et on arrive donc à voir différents quartiers, à spatialiser les choses. Mais bien sûr, on imagine très volontiers puisqu'on n'a jamais fouillé, on n'a jamais creusé réellement, donc on n'a jamais mis au jour les vestiges. Donc il y a un peu une part presque d'imaginaire, même si les vestiges sont bien documentés de manière scientifique. Il nous manque l'élévation finalement. Ce site est tellement important et finalement il n'a pas été oblitéré par des occupations postérieures qu'on se dit qu'il faut essayer de le préserver et de le transmettre aux générations futures qui auront d'autres méthodes d'investigation que les nôtres pour encore mieux documenter le site. Et donc on peut imaginer que ce site, dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, s'il est bien préservé et s'il est maintenu tel qu'il est actuellement, eh bien, il va être documenté par les archéologues du futur grâce à de nouvelles méthodes qui seront moins invasives, moins destructrices que les nôtres et qui vont permettre peut-être de préserver totalement le site et de le faire revivre différemment. On est sur des zones qui géologiquement sont intéressantes pour de l'extraction de matériaux, notamment du sable, des graviers. Donc effectivement, ce site peut être menacé par une carrière. Ce qui est important pour le site de la Croix de la Pierre à Charbonnier, c'est qu'on le prend encore à ses débuts. On n'a aucune implantation hormis ce carrefour gératoire, mais il faut éviter d'implanter maintenant des zones industrielles dessus. Ne parlons pas de carrières qui détruiraient définitivement le site. Il faut vraiment, je crois, faire un lieu de conservation et après essayer de trouver des équipes, par exemple universitaires,
pour faire des chantiers d'école, pour mettre en valeur des vestiges et présenter ensuite peut-être au public. Et là, je crois qu'il ne faudra pas laisser passer cette chance qu'on a laissé par exemple pour des grands sites archéologiques comme celui de Lezoux. Et là, il ne faudrait pas refaire ce gâchis à Charbonnier, ce serait vraiment dommage. C'est une vision culturelle, c'est-à-dire est-ce qu'il faut concevoir la culture sur le très court terme ou sur le moyen terme, sur le long terme? On peut nous dire qu'au point de vue économique, effectivement, une carrière, ça permettrait de créer quelques emplois. Mais ce site est tellement important, on se dit, essayons de le préserver et de faire en sorte de trouver d'autres lieux pour l'extraction des matériaux, en se disant que ce lieu-là, en termes archéologiques, est exceptionnel. Même si c'est compliqué, finalement, à le faire entendre à nos contemporains, puisqu'il n'y a rien de visible. Et c'est la particularité de ce site, c'est que lorsqu'on vient ici, on est au milieu des champs. Et on dit, mais oui, mais il est où le site archéologique? Et on a eu beaucoup de difficultés, même au sein de la communauté archéologique, à faire admettre l'idée qu'on souhaitait une inscription au titre des monuments historiques de cette zone-là, puisque d'habitude, on inscrit plus volontiers un château, une église, des choses qui sont en élévation. Là, tout est enfoui, tout est sous terre, donc finalement, on a du mal à prouver l'importance de ce site pour tout faire pour le conserver dans son état actuel. Pour fouiller un site comme Charbonnier, je crois qu'il ne faut pas se presser. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout penser que l'archéologie préventive puisse être une bonne solution pour Charbonnier, parce que là, on devrait faire des choix, entre guillemets, qui conduiraient en fait à des destructions de vestiges. Il faut vraiment prendre son temps, déjà bien cartographier les vestiges, ensuite explorer de façon méthodique, par exemple l'aspect sur les bâtiments, l'aspect sur les lieux cultuels, sur la voirie. Il faudrait même avoir plusieurs équipes. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut les trouver, il faut que ça se mette en place. Bon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est vrai que il faut se faire un peu violence parce qu'on sait que c'est un site qui est magnifique, qui livre énormément de choses. Et puis on a plein de questions, on souhaiterait répondre à ces questions tout de suite. Mais il vaut mieux se réfréner et vraiment penser sur le long terme. C'est finalement aussi un peu de développement durable et se dire qu'il faut ne pas penser à soi, mais penser plus généralement et aux générations futures aussi, et pouvoir léguer un patrimoine aux générations futures. C'est important que la population prenne en main son patrimoine. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut lui apporter des éléments pour pas que ça reste que sous terre et que ça reste un bien caché. Il faut aussi qu'il puisse voir quelque chose. Mais il ne faut pas se presser. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas pouvoir tout fouiller d'un coup. C'est pour ça qu'une opération d'archéologie préventive d'envergure sur par exemple l'emplacement de la carrière qui concerne des dizaines d'hectares serait vraiment un grand malheur pour ce site. Je crois qu'il faut mieux se poser des questions, fouiller une partie et laisser la possibilité de revenir là-dessus. Il ne faut pas se presser. Mais c'est sûr qu'il faut transmettre ce sentiment-là donc, à la population, aux élus et aux aménageurs aussi. La chance qu'on a, c'est que la population, les élus ont vraiment pris conscience de l'importance de ces vestiges. C'est la seule fois où j'ai réalisé une opération de diagnostic où j'ai vu autant de personnes sur le chantier. Il y avait toujours en permanence des dizaines de personnes qui venaient voir ce qui se passait. Le dimanche, il y avait 200 personnes sur le terrain. C'est à peine pensable. Aussi bien le maire de la commune que les conseillers municipaux et les adjoints, le conseiller général, tous ont vraiment marqué leur intérêt profond et sincère pour la conservation de ces vestiges, pour l'intérêt qu'ils représentaient eux-mêmes par rapport à leur histoire. Ils ont bien vu par eux-mêmes parce qu'ils sont venus sur le site au moment des découvertes et ils ont été replongés en fait dans le passé. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait encore plus pousser leur intérêt pour ce site. Lorsqu'il y a l'adhésion comme cela de la population, avec le renfort d'élus, c'est vrai que c'est plutôt bon signe. Oui. Dans certains territoires, on vient faire une opération dans l'indifférence générale, hein, ça c'est vrai. Hein, au lieu que l'archéologie soit présentée comme une gêne, là c'était plutôt comme un élément d'acquisition d'un nouveau savoir, de nouvelles connaissances. Et c'était très très particulier cette semaine que j'ai passée à Charbonnier-les-Mines. Oui.
Un archéologue, c'est quelqu'un qui vit au XXIe siècle et donc qui va utiliser sa voiture, qui va utiliser les routes, les autoroutes et qui va être très content de tous ces aménagements qui sont réalisés grâce à des matériaux issus de carrières, etc. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à empêcher des aménagements, mais c'est quelqu'un qui voit la dimension culturelle. L'archéologue, là en l'occurrence, il tire le signal d'alarme, il met en évidence que c'est un site hors norme, c'est un site exceptionnel, par sa taille, par son état de conservation, par le fait qu'il n'a eu aucun autre aménagement dessus qui est venu l'oblitérer, qui est venu le perturber. Donc c'est-à-dire que si on enlève simplement la terre végétale, on a tout de suite les vestiges gallo-romains avec des niveaux de sol qui sont conservés, avec du mobilier qui est relativement très bien conservé. Donc là, l'archéologue dit c'est quand même assez extraordinaire d'avoir cet état de conservation. Essayons de préserver ce site et essayons de le transmettre aussi aux générations futures. Mais là, on est dans le 0,1% des sites archéologiques qui sont préservés, qui sont conservés, et où on va peut-être essayer de changer l'aménagement contemporain, changer l'emplacement potentiel d'une carrière, essayer de trouver un autre endroit pour vraiment qu'on sanctuarise un petit peu ce site et qu'on en fasse à la fois un laboratoire de recherche pour les archéologues et puis vraiment transmettre pour les générations futures un site qui puisse être exploré, peut-être mis en valeur par différentes méthodes et qu'il y ait encore des vestiges gallo-romains qui soient accessibles dans 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, parce qu'à l'heure actuelle on détruit beaucoup, on n'a jamais autant fouillé, donc autant détruit de vestiges archéologiques qu'au cours de ces 20 dernières années. Donc il faut aussi avoir une logique, une politique pour dire conservons quelques sites majeurs ou quelques sites références pour l'avenir. C'est un peu du développement durable, ça aussi.